on va continuer par suivre ces messieurs. Trouver un environnement favorable ou bien qui pourra, s'il veut investir au Togo, savoir qu'il n'a pas de contraintes de marché parce que derrière le Togo, c'est un vaste marché, c'est la CEDEAO et demain l'ASLEC. Donc nous encourageons beaucoup, nous avons signé, nous avons ratifié également l'ASLEC et nous espérons que les obstacles inévitables seront levés par les chefs d'État africains. Voilà, donc parmi les opportunités qui étaient présentées tout à l'heure, c'est justement l'accélération de l'intégration régionale. Mais comment vous expliquez que, par exemple, une compagnie comme MSC choisit le Togo comme centre d'opération pour la région, de telle sorte que le port de Lomé, maintenant, est plus important que le port d'Apapa qui sert Lagos, ou le port d'Abidjan et d'autres ports. Comment vous expliquez, par exemple, que les banques régionales choisissent Lomé comme siège? Il y en a plus que n'importe quelle autre ville en Afrique. Comment vous expliquez qu'une compagnie qui est créée pour servir la sous-région choisit Lomé comme Sky? Quel est l'attractif et comment on peut accélérer les éléments qui permettent que cette attraction continue et se traduise avec beaucoup plus d'investissement? Je pense qu'il y a deux ou trois raisons. La première raison, c'est la sécurité. Nous avons surtout beaucoup misé sur la sécurité. Et si vous allez à Lomé, généralement les gens circulent paisiblement et en toute sécurité. Deuxièmement, c'est une tradition d'hospitalité. Lomé a toujours été, c'est petit, mais ça a toujours été un carrefour d'échange. Je parlais tout à l'heure du port franc, je peux parler de la réexportation. 40% de ce qui avait des marchandises qui avaient à Lomé sont réexportées dans les autres pays. Troisièmement, je crois que c'est aussi une volonté. On a parlé tout à l'heure d'intégration, c'est que nous avons, je crois, avec ces premières banques qui sont installées dans le pays, nous savons être à l'écoute des entreprises qui veulent établir leur siège à Lomé. On sait les écouter sur le plan fiscal. Je pense que nos amis de Comanque ne nous démentiront pas. Il y a forcément des problèmes, mais l'administration et le politique savent s'adapter à leurs desiderata. Et je pense que la combinaison de ces trois facteurs-là, et puis bon, une fois que vous avez la BOAD, vous avez la BIDC, vous avez Comanque, les autres suivent le mouvement. Donc il y a un canevas aussi qui est là-bas au niveau de l'administration que nous mettons à la disposition des autres personnes qui peuvent suivre. Comment maintenant amplifier ce mouvement? Je pense que un des plus gros défis reste... La sécurité, l'hospitalité dont parle Faure Gnassingbé, est-ce que vous avez une reminiscence de ces deux expressions? On dirait que nous sommes dans les années 80. Quand son papa était à la tête du Togo. Oui. Et ce sont ces mots pompeux qu'il a utilisés pour berner tout le monde et pour pouvoir durcir la dictature et à son profit. Et cela vous étonne? Ouais. Non, le problème avec ce monsieur est que on dit tel père, tel fils, il a copié sur les épaules de son père. Et moi, je dis qu'il est pire que son père parce que il a été préparé pour tenir les rênes après son père, en sachant que il y a des réseaux qu'il ne peut maîtriser que par la violence, que par la malfaisance, et il a réussi. Il a réussi à garder le pouvoir après son père. Et garder le pouvoir dans les conditions qu'il a prises ne peut se faire que par la violence et le mensonge. Quand, par exemple, il parle d'ouverture par rapport aux entreprises étrangères qui veulent s'installer au Togo, oui, mais tout pays qui assoit son développement sur les entreprises étrangères est un pays qui est continuellement bâti sur la précarité. Et je vais donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, où Ouattara, soutenu par la communauté internationale, voulait évincer Gbagbo du pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait? Même les pharmacies en Côte d'Ivoire sont tenues par les Français. Ils ont coupé les médicaments pour que les malades
ne soit pas approvisionné et qui se révolte contre Gbagbo. Ils ont coupé, le Crédit Lyonnais a coupé et la Société Générale a coupé les approvisionnements dans les banques parce que c'est eux qui détiennent même les banques ivoiriennes. Donc on a coupé les liquidités. Donc même le chef d'entreprise ne peut pas retirer l'argent pour payer son employeur et son employé. La ménagère ne peut pas faire retrait pour faire manger sa famille. Mais on est dans quel pays là? Quand l'homme a faim, il ne va plus qui a raison, qui a tort, mais qui est président? C'est Gbagbo, alors on se soulève contre Gbagbo. Donc vous voyez, et moi, les choses que je reproche à Gbagbo, sinon il a un esprit panafricain, mais c'est qu'il ait confié encore le port à Bolloré, qu'il ait confié encore la gestion des finances à Société Générale ou bien Crédit Lyonnais. C'est ça. Et il faut faire la même chose aujourd'hui. L'UTB est une banque presque en faillite, BTD, où le directeur, l'ancien directeur général, a détourné plus de 300 millions de francs pour cacher à Genève. Bon, l'affaire a fait bruit depuis 2016. Donc, vous voyez, donc c'est des banques qui vacillent. BTCI, entre-temps, on a failli proclamer sa faillite et je crois que c'est les Français qui ont encore la plus grande part dans la BTCI. Donc, rien ne nous appartient au final. Ça appartient aux étrangers. Ça veut dire que quoi? Fort est tenu de faire la volonté des étrangers, sinon, du jour au lendemain, on finira par le déposer. Donc, voilà pourquoi sa politique joue contre les Togolais au bénéfice des étrangers. Aujourd'hui, bon, sinon, la réalité, je ne l'ai pas vécue, mais une connaissance qui fait du commerce entre la France et le Togo me dit que au port, quand les marchandises arrivent, ou bien à l'aéroport, le taux d'imposition de l'Office togolais des recettes, c'est 75%. Bon, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Elle me dit, oui, sur 100 € de marchandises commandées, je paie 415 € de taxes à l'OTR. Ce qui m'oblige à doubler ou à tripler le prix de ma marchandise pour pouvoir avoir ma marge de manœuvre. Est-ce que vous voyez? Et puis, regardez les dédouanements de voitures d'occasion qui étaient de 300 000, 500 000. 500 000, mais c'est pour de grosses voitures. Aujourd'hui, c'est en moyenne 900 000, 1 million pour une petite voiture de 5 places. Et l'ironie est qu'au Ghana, plus la voiture est vieille, plus le dédouanement est élevé pour décourager les gens à toujours envoyer les vieilles voitures qui viennent polluer le Ghana. Donc plus la voiture est neuve, et plus on vous encourage à apporter des voitures neuves. Mais moi, vous payez. Voilà, au Togo, quand la voiture est neuve et est jolie, surtout quand la marque est rare, mais on met tellement le prix de sorte que vous soyez incapable de dire. Et c'est eux les barons qui viennent. Et ils vont se l'approprier. On vous achète ça. Si tu as la chance, on te l'achète. Si tu n'as pas la chance, tu ne peux pas le dédouaner, tu ne peux pas le renvoyer en Europe. Donc, tu ne retrouveras plus ta voiture. C'est les officiers voyous comme Yark, Kadanga, c'est les ministres, c'est les consorts qui en bénéficieront. Et on m'a dit quelque chose, que quand Pacha était encore vivant, bon, puisque aujourd'hui il est en prison, mais c'est un mort vivant, hein, que lui-même, il a instauré sa société privée. Et ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas les douanes, ça ne regarde pas les impôts. Et sur chaque véhicule qui sort pour venir au parc, Pacha Gnassingbé perçoit 16 000 francs CFA et c'est pour sa propre poche. Vous imaginez le nombre de voitures qui sortent depuis, comment ça s'appelle, les débarcadères jusqu'au parc et du parc jusqu'au dédouanement. Donc, il n'est pas le seul. Beaucoup ont érigé des postes comme ça. Et c'est taxe sur taxe qui fait que dédouaner une seule voiture tourne autour d'1 million. Donc, bref, quand on parle de tous ces services, de ces largesses accordées aux entreprises étrangères, je veux tout simplement lui remarquer que une économie tournée vers
comment ça s'appelle, des cadeaux fiscaux aux entreprises étrangères. Bon, il faut un manque à gagner. On met le fardeau sur les entreprises nationales qui normalement doivent être la base de l'économie. Ici, la Suisse est un pays fort et qui n'a jamais connu de crise depuis que les pays européens connaissent les crises des années 2000, jusque dans les années 2000, la France qui a chuté de son triple A jusqu'au double A, l'Espagne et l'Italie qui ont flirté avec le simple A, qui sont les notations des économies en faveur, comment ça s'appelle, du PIB. La Suisse n'a jamais connu ces crises. Pourquoi? Parce que les entreprises suisses sont d'abord des entreprises familiales. C'est moi qui crée mon entreprise de fromage, par exemple, et c'est un secret que je transmets de génération en génération. Et ça fait 200 ans, 300 ans que certaines entreprises existent comme ça, qui emploient des gens. Donc c'est des entreprises de proximité et qui créent, et les productions sont consommées localement, donc la clientèle est sûre. On fait une publicité autour du consommé local et c'est viable. Et les entreprises de construction, il n'est pas autorisé que des entreprises étrangères viennent construire des ouvrages en Suisse. Ça repose sur les entreprises purement suisses. Et un ingénieur dans le génie civil en Suisse ne peut être qu'un Suisse. Moi, un étranger ingénieur, je ne peux pas avoir de marché. Parce que la responsabilité d'un ingénieur dans la réalisation d'un ouvrage est de 10 ans. Bon, si je viens réaliser un ouvrage et puis l'année d'après, moi, je m'en vais et je vais aux Bahamas ou bien je vais aux États-Unis. Et 5 ans après, l'immeuble s'écroule. Et c'est la faute à l'ingénieur parce que la structure de l'immeuble ne tient pas. Mais comment ferait-on pour que je réponde de mes actes? Voilà, les normes des constructions suisses ne sont pas les normes des constructions états-uniennes ou bien Bahamas. Alors, il faut éviter ce risque-là en confiant ce poste exclusivement aux Suisses. Vous voyez? Donc, ce qui fait que le marché suisse bénéficie d'abord de la consommation suisse avant de se tourner vers la consommation étrangère. Donc, sur ce, on est sûr quand même que tout ce que nous produisons ont de la clientèle de chez nous. Et voilà pourquoi l'économie est viable. L'apport des étrangers est nécessaire, mais la base de l'économie doit être d'abord nationale, puis bénéficier de l'apport étranger. Donc, quand il parle d'ouvrir les vannes aux entreprises étrangères, aux investisseurs étrangers, c'est en quelque sorte vendre le pays aux étrangers. Et pour faire tomber le Togo, les étrangers n'ont pas aménagé beaucoup d'efforts. Il n'a qu'à regarder le cas de la Côte d'Ivoire avec Gbagbo et bien d'autres cas, et comme le cas de plusieurs pays africains. Alors, nous pouvons conclure là-bas que le Togo est assis sur des sables mouvants, puisque nous dépendons tellement des étrangers, et puisque pour les gouvernants, ce n'est pas le citoyen qui compte. C'est combien d'années encore ils pourront faire au pouvoir qui compte. Et donc, par conséquent, l'étranger peut venir prendre ce qu'il veut, ce n'est pas leur problème, pourvu que le pouvoir leur soit garanti. Et c'est ça ce qui est dommage au Togo. Nous allons continuer quand même par suivre ces deux messieurs dans leur dialogue. Galerie d'amusement, sketch. C'est comme le théâtre que la TVT nous offrait les mercredis soirs au Togo. Bien sûr, bien sûr. Quant à la situation politique, bon, elle s'est tendue en 2017, mais aujourd'hui, cette phase est derrière nous et les réformes consensuelles qui avaient été acceptées par toute la classe politique ont été mises en œuvre, notamment le mode de scrutin et la limitation des mandats. Nous préparons des élections législatives à la fin du mois de juin. Je pense que si on n'a rien entendu, c'est que ça se déroule bien et que c'est calme. Et puis l'année prochaine, nous aurons des élections présidentielles. Donc je crois que pour parler de stabilité,
aujourd'hui, le système politique en place est comparable à ce que vous allez trouver dans pratiquement tous les pays de la CEDEAO. Donc, c'est la limitation des mandats et les 2 tours. Voilà. Et donc, une autre question qui, à mon avis, intéresse beaucoup cette audience. Ils ont fait des réformes et que désormais, ce que nous avons au Togo ressemble à ce qu'on retrouve dans les autres pays. Ça répond aux normes démocratiques des autres pays. Le pays est pacifié, apaisé et qu'ils engagent, ils sont là en train d'aller aux élections législatives. Là où d'ailleurs, je pense que c'est un acte manqué qui n'est pas gratuit, oui, et il faut le relever. Oui. Et donc, il se prépare pour les présidentielles de 2020. Alors, êtes-vous de son avis? Bon, je crois que Faure Gnassingbé a appris à mentir. Hein? Donc, son diplôme de MBA of Business, ou je crois que il a comme point fort le mensonge. Et ce mensonge affabulateur, un mensonge insolent. C'est-à-dire, vous mentez, vous savez que vous mentez. Vous savez que ceux qui vous écoutent savent que vous mentez. Mais vous persistez et vous faites de beaux gestes pour faire agrémenter cela. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je veux dire tout simplement que d'abord, il a reconnu que quelque chose s'est passé depuis août 2017. Oui. Il a reconnu, puisqu'il il parle du fait que c'est déjà passé, que la tension est passée. Bon, je veux lui dire qu'il reconnaît quand même que le 19 août 2017 a apporté un bouleversement, un chancellement pour son régime moribond. Et comme à leur habitude, son papa lui a appris comment soudoyer une partie de l'opposition, comment semer la zizanie au sein de la classe politique. Et en l'occurrence, l'élément dérangeant dans la lutte opposante contre lui, c'est Tipi Achadam. Et grâce aux autres opposants qui ont décidé d'aller à un dialogue dont le peuple ne voulait pas, sans Tipi Achadam, alors que ce dialogue, s'il était vraiment organisé, avec stratégie, ça pouvait tourner en faveur du peuple. Parce qu'il y a eu des mesures d'apaisement qui ont été demandées des 2 côtés. L'opposition a respecté tout. Le pouvoir n'a rien respecté. Il suffisait que l'opposition exige que sans le respect scrupuleux des mesures d'apaisement, il n'ira pas à ce dialogue, mais ils y sont allés. Et grâce à cette opposition-là, une campagne qui devait être organisée pour empêcher les législatives, parce que rien n'était bon pour organiser les législatives du 20 décembre 2018. Mais cette opposition, le 4 décembre 2018, il était prévu des manifestations pour empêcher les campagnes électorales. L'opposition a décidé à la dernière minute de faire un Togo mort, soit de créer un boulevard à ces moutons députés qui n'avaient besoin que de quelques séances de danse. Hein? Aller payer des clubs de danse traditionnels, et prendre des photos et montrer que nous avons eu des campagnes très enrichissantes. Et voilà, la parodie d'élection a eu lieu. Et quand il parle des réformes consensuelles, je crois que Faure Gnassingbé est de mauvaise foi. Et il a précisé que toute la classe politique, ouais, toute la classe politique, je crois que ce monsieur ne mérite pas le respect du peuple togolais. Ce monsieur ne considère même pas ce peuple-là. Il fait tout au mépris de ce peuple. Quand on imagine qu'au Parlement actuel, il n'y a que le RPT, il y a les satellites, les partis satellites du RPT qui se réclament de l'opposition, comme le MRC de Abbas Kaboua, le NET de Djeritama et le MPDD du sulfureux Agbeyoumi Kodjo, que son collègue Kwame a essayé en vain de défendre, qui n'a pas réussi à nous faire avaler la couleur. Donc voilà ces gens-là qui veulent faire croire au monde entier qu'il y a l'opposition au Parlement pour qu'on croit que ces réformes ont été partagées par toute la classe politique de l'opposition.
bon, de togolaise, opposition et pouvoir y compris, quand on sait que les poumons de l'opposition, l'ANC, le PNP, le CAR, pour la CDPA, les 4 gros morceaux, n'ont pas participé à ces élections, sans oublier les autres qui ne sont pas négligeables, parce qu'ils existent depuis sur le paysage politique togolais, que ces gens ne participent pas au jeu électoral parce que les réformes n'ont pas été faites et que Faure vient dire aujourd'hui que les réformes ont été consensuelles et faites par toute la classe politique. Je crois que c'est le plus gros menteur que le Togo n'a pas connu ces dernières années à la suite de son père et de tous ces acolytes qui ont travaillé avec le père et le fils, qui ont fait du mensonge un art de leur politique. Et je pourrais suivre en disant que son lapsus, au lieu de dire des élections locales pour le 30 juillet, il dit les législatives, ça veut dire que lui-même, il reconnaît que les législatives n'ont pas eu lieu. N'ont pas eu lieu, ouais. Exactement. Ouais. Et qu'ils savent le jeu qu'ils ont fait. Ouais. Et qu'ils n'avaient pas besoin de ces élections-là pour choisir les députés. Et c'est de leur propre bouche que c'est sorti. Que Abbas Kaboua qui disait que Jerry Tama a été nommé. Ouais. Et lui-même, il a reconnu qu'il a été nommé après aussi. Voilà. Donc, je crois que tout ce que Faure Gnassingbé, son système fait, ça peut tendre à nous vexer, ça peut tendre à nous consterner, ça peut tendre même à décourager beaucoup, à désespérer beaucoup. Mais je leur dis de ne pas se désespérer. Pourquoi? Parce que toute dictature qui tombe, d'abord, est une dictature à un moment donné qui se durcit et qui s'entête, qui n'écoute personne. Et son parcours, c'est comme quelqu'un qui monte un arbre et qui sait qu'à un moment donné, l'arbre tremble et l'arbre va tomber, mais qui s'entête et qui monte jusqu'à la cime. Je vous dis que sa chute sera plus brutale que s'il s'était arrêté à mi-chemin et a dit, ok, descendons ou bien faisons des conceptions. Mais il va unilatéralement, il monte, sa chute sera brutale et mortelle. Parce que plus il s'entête, plus il monte au sommet, et quand il va chuter, il ne va rien rester de lui. Donc je demande au peuple de ne pas se décourager. Et que c'est le schéma typique de la chute de toute dictature. Et ils commettent des mensonges, des répressions, des terreurs pour se maintenir au pouvoir. Ils dépensent des milliards. Si on vous dit ce que les offices de Carlos Lopez ont coûté, si on vous dit ce que les offices de Tony Blair ont coûté, c'est 1 million d'euros. Ce n'est pas un million de francs CFA. C'est en plusieurs millions d'euros. Mais ils feront tout ça là en creusant leur propre tombe. Plus ils avancent, plus la tombe est profonde pour les engloutir. Donc, le peuple qui aujourd'hui subit encore un affront de son usurpateur, un affront d'envergure internationale, ne doit pas désarmer, doit tout simplement comprendre ce soir que toute dictature qui couvre sa chute se comporte exactement comme le RPT uni le fait à travers son champion Faure Gnassingbé. Alors, je pense que dans la même réponse, il aurait aussi dit que tout va bien parce que, comme personne n'a rien dit, c'est que exactement. Tout va bien. Donc là, est-ce la faute à Faure Gnassingbé ou la faute à l'opposition togolaise? Vraiment, c'est un point capital que nous devons soulever. Je l'ai toujours dit. Et certains ont fini par me dire que je suis fatigant, que je répète les mêmes choses. Oui, quand les gens ont les oreilles trop dures, il faut répéter la même chose. Ouais. Avec l'espoir que ça va pénétrer un jour. Voilà. Le RPT est dans la dynamique de ne pas quitter le pouvoir. Pas du tout. Pas du tout. Ça, il faut qu'on le mette en tête. Ouais. Et la seule chose qu'on peut faire pour lui faire entendre raison, c'est l'affrontement. On n'a pas besoin des armes pour l'affronter. Non, pas du tout. On a besoin juste d'organiser une désobéissance civile pacifique. Tout. Et ce pouvoir sera brisé, littéralement. Mais tant que nous allons participer à leur dialogue de dupes, ils vont gagner du temps. Ils vont faire croire à l'extérieur
que non, l'opposition ne pourchasse, le pouvoir ne pourchasse pas ses opposants, mais ils appellent toujours au dialogue, ils se parlent entre eux, regardez, ils sont tous en sécurité, ils sortent, ils vaquent à leurs occupations. Tant que nous participerons à des parodies d'élections qui sont truquées d'avance, c'est que nous contribuons à habiller ce régime tyrannique d'habits démocratiques. Et c'est nous-mêmes qui rendons la lutte compliquée parce que nous offrons aux yeux du monde une image jolie, agréable d'un gouvernement qui est ouvert à tous ses opposants. Et c'est nous-mêmes qui nous tirons un couteau dans le ventre. Donc, j'invite l'opposition et ceux qui s'entêtent à aller encore à ces législatives, qu'ils y vont pour légitimer un pouvoir qu'ils combattent eux-mêmes. Parce que je prends l'ANC de M. Jean-Pierre Fabre, qui ont tenu une conférence de presse le 15 mai dernier, concernant les réformes sur mesure du 8 mai des parlements, des moutons parlementaires nommés. Et ils disaient qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Et les grands juristes disaient que, d'ailleurs, qu'il y a eu trop de cavaliers législatifs. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui ont été introduites subitement. Donc, que normalement, la Cour constitutionnelle doit s'auto-saisir pour dénoncer. Bon, je dis que ces gens-là, ils se croient où? Comment voulez-vous agir dans la légalité contre un pouvoir illégal des pieds à la tête? C'est dommage. Tout compte fait, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Je vous dis que jusqu'à ce jour, c'est lettre morte. Non, ils ont déjà rejeté leur requête. C'est rejeté. Non, bon, si je dis lettre morte, ça veut dire que la réponse qu'on leur a envoyée déjà préparée avant même que eux... Ils savaient tout avant d'amener leur requête. Ils savaient tout. C'est là où ça devient un peu embêtant. Non, là où le paradoxe est absurde, c'est que cette opposition rejette la CENI parce qu'elle n'est pas représentative. Pas du tout. Elle rejette la Cour constitutionnelle parce qu'elle est illégale et réclame sa refondation, bien leur refondation. Voilà, la même CENI, vous allez faire votre courbette pour vous représenter aux élections locales. La même Cour constitutionnelle vous fait valider vos listes d'élections et invalider même certaines. Est-ce que vous voyez? Donc, je demande aujourd'hui à l'ANC et à leur leader, à quoi jouez-vous? De quel côté êtes-vous? Du côté du peuple en souffrance qui doit réussir à décapiter, à détruire cette dictature pour construire un état de droit, ou bien du côté du pouvoir qui vous veut comme béquille pour l'accompagner dans ses illégalités, dans ses illégitimités, afin qu'il se serve de vous pour se légitimer. Donc voilà la question à laquelle l'ANC et ses leaders, ainsi que leurs militants qui les suivent comme des kamikazes, doivent répondre.